qu'est-ce que l'Europe pour vous et pourquoi vous vous sentez engagé par l'Europe? On va partir de cette question et puis on va rentrer peut-être petit à petit dans les détails. Il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord, l'Europe m'a beaucoup apporté personnellement et j'éprouve un sentiment de reconnaissance parce que grâce à l'Europe, j'ai occupé des fonctions passionnantes, j'ai rencontré des gens passionnants. Vous savez, quand on a la chance, car c'était une chance, de vivre de très près les événements de la chute du mur de Berlin et les révolutions qui se sont produites dans tous les pays du bloc de l'Est, par exemple, ce sont des souvenirs très, très forts et je considère que c'est une chance de les avoir vécus de très près. Et c'est l'Europe qui m'a apporté ça. Donc, je dois beaucoup à l'Europe. Et puis, il y a d'autres raisons de fond. J'ai la conviction que la construction européenne, le projet européen, joue un rôle fondamental pour l'avenir des générations et des générations futures, des Européens, mais également en dehors de l'Europe. C'est un rôle mondial de l'Europe, et je le dis sans forfanterie et sans considérer que l'Europe c'est le centre du monde, c'est pas ça. Mais compte tenu des évolutions de la planète, j'ai la conviction que l'Europe a un rôle à jouer, une responsabilité à assumer, donc il faut s'en occuper. Alors, il est de coutume de critiquer aujourd'hui l'Europe sur ce qu'elle est. Aujourd'hui, depuis de nombreuses années, l'Europe s'est considérablement élargie. Comment consolider la cohésion de ses membres dans une union qui est toujours plus étroite? Et comment faire ça, par exemple, entre autres, à son handicap démographique? D'abord, comment faire pour que les Européens s'intéressent de façon plus sympathique à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on constate un désamour des Européens envers la construction européenne. Et le nombre d'eurosceptiques et d'europhobes, de véritables europhobes, va croissant. Alors ça, c'est un vrai problème. Parce que cette construction européenne, elle a besoin d'un soutien populaire. S'il n'y a pas ce soutien populaire, la construction sera comme un château de cartes qui se délite et ça va s'affaiblir. Et finalement, la construction européenne sera un échec. Et chacun rentrera dans ses frontières nationales comme avant, avec les mêmes conflits, les mêmes histoires, etc. Donc, la première question dans votre question, c'était comment surmonter, comment faire disparaître ces critiques. Et puis, il y a une deuxième question qui est d'ailleurs liée à la première. Quelles sont les réformes qu'il faut apporter à cette construction et à ce projet? Parce que s'il y a le désamour, c'est que probablement l'Europe et ses États membres et ceux qui la servaient, l'Europe, ont fait des erreurs, et parfois de graves erreurs. Donc, quand je dis « nous avons besoin de l'Europe », nous avons besoin d'unir nos forces, car l'union fait la force. Précisément, quand on tient compte de nos faiblesses démographiques, par exemple, on pèsera davantage à 500 millions d'habitants que chacun de nos pays pris isolément. Quand on pose cette question ainsi, on est obligé de faire aussi amende honorable. L'Europe a fait des erreurs, les Européens ont fait des erreurs, et il faut les corriger, parce que sinon, les citoyens continueront de dire l'Europe, non, c'est insupportable, ce sont uniquement des contraintes, il y a des bureaux à Bruxelles, ils sont dans les nuages, ils ne tiennent pas compte des réalités, etc. etc. Donc, oui à l'Europe, mais à condition qu'elle se réforme. Et on doit travailler à ces réformes.
Alors, une question qui revient assez souvent chez les Européens, les citoyens européens. Le rôle des pays membres, c'est de défendre un type de société, des valeurs communes, sur lesquelles l'Europe s'est construite, sur le socle de l'Europe. Aujourd'hui, pourtant, il y a de nombreux pays qui connaissent justement des montées de partis extrémistes ou des revendications identitaires. Est-ce qu'on ne peut pas y voir une possible précipitation dans le regroupement de ces pays aux histoires ou aux mœurs quelquefois différents? Le paradoxe serait que comment dirais-je, le désamour actuel serait la conséquence de cet effort de rassemblement de peuples, de cultures différentes, de traditions différentes et finalement différentes. Mais là, c'est le cercle vicieux, on tourne en rond. C'est que, évidemment, l'effort de rassemblement, l'Union européenne, cet effort de construire une union, bon, c'est pas facile, mais ça on le savait dès le départ. C'est pas facile parce que nous avons des points communs, oui, mais nous avons aussi beaucoup de différences entre nous. C'était un challenge révolutionnaire, et d'autant plus révolutionnaire que l'histoire de l'Europe pendant 3 millénaires, c'est une histoire de rivalité, de concurrence, de compétition, de conflit et de guerre. Les Européens ont guerroyé les uns contre les autres, on peut dire, en permanence, pendant des siècles et des siècles. Et la révolution, alors au sens fort du mot révolution, après la Seconde Guerre mondiale, c'est d'avoir changé de paradigme. Au lieu d'être constamment en compétition les uns avec les autres, jusqu'à arriver aux horreurs du XXe siècle, avec 2 guerres mondiales entre nous, avec des camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, avec vraiment la barbarie sur le sol de notre chère Europe. Après ça, vous avez ces pères fondateurs qui ont été vraiment des visionnaires magnifiques, qui disent maintenant, ça suffit, on va changer complètement. Au lieu d'être en permanence en compétition, on va essayer de vivre ensemble, de travailler ensemble sur des bases communes qui sont très importantes dans la construction européenne. C'est-à-dire ces valeurs, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés, le respect de l'autre et de la démocratie, de l'état de droit, enfin, il y a tout un paquet de valeurs qui est le socle de cette construction et que nous partageons les uns et les autres. Alors, à cette condition, malgré nos histoires douloureuses les uns contre les autres, malgré nos différences, malgré nos cultures différentes, malgré nos langues différentes, etc., on va pouvoir vivre ensemble. Pour évoquer un petit peu l'économie, on a beaucoup parlé récemment du choc de simplification, c'est une formule qui est chère au gouvernement actuel, notamment pour les entreprises. Comment on trouve l'équilibre dans les normes entre l'Europe et le plan national? C'est une question qui revient souvent dans l'esprit collectif. Bon, d'abord une remarque. L'Union européenne, donc qui travaille depuis une 50aine d'années, a sans doute succombé à la tentation de dirigisme, enfin de prendre des directives dans des domaines trop nombreux et surtout dans des domaines où on pouvait laisser les États avoir chacun leur législation. Il y a une multitude de petites décisions dont, je pense, on peut se faire l'économie. Oui, mais comment pourrait-on revenir en arrière justement sur ça? En se disciplinant un peu, et j'en veux pour preuve les propos tenus par le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui s'est engagé à alléger, disons, l'agenda, l'emploi du temps des instances qui prennent des décisions, notamment du Parlement européen. Et vous savez que les décisions européennes
sont toujours prises à l'initiative de la Commission. Et il a donné des instructions à ses services en disant, écoutez, calmez-vous, travaillons à élaborer les textes européens dont nous avons vraiment besoin. Ne multiplions pas des textes sur des détails, ça ne fait qu'énerver tout le monde, ça occupe à des broutilles, quoi. Bon. Donc, il faut sans doute éviter cette multiplication de textes dont on peut se passer. Ceci étant, pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir des directives au niveau européen? Bon. Parce que nous en avons besoin. Et pourquoi est-ce que nous en avons besoin? D'abord parce que, sur le plan économique, nos entreprises ont intérêt à travailler pour un marché le plus vaste possible, car ça permet de diminuer le prix des objets fabriqués. C'est l'avantage du marché commun. Si on s'adresse à un marché vaste, le prix de chaque unité fabriquée baisse. Bon. Et dans la compétition mondiale, nous avons intérêt à avoir des entreprises qui bénéficient dès le départ d'un marché européen relativement vaste, car c'est ça qui leur permet de vendre beaucoup et de gagner beaucoup aussi. Et puis, nous avons aussi, à la base de notre construction, à tenir compte des partenaires mondiaux. Et ces partenaires mondiaux, ces dernières années, ont pris une place qui n'était pas prévue il y a 50 ans. Je pense à l'émergence de pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'émergence sur le plan économique de l'Afrique, du continent africain. Si on n'unit pas nos forces, nous partons avec un handicap. Et pour nos entreprises, c'est très difficilement surmontable. Nous risquons aussi d'être balayés sur le plan social, car nous avons des systèmes sociaux très en avance sur les systèmes des autres continents. Et si nous ne nous organisons pas, notre système social est balayé. Donc nous avons des rapports de force, vous voulez, qui nécessitent que nous unissions nos forces. Alors, évidemment, je mentionne aussi le domaine militaire. Bon. On est dans un monde qui n'est quand même pas pacifié. Nous avons merveilleusement réussi à construire la paix à l'intérieur de l'Union européenne. Vous voyez à quel point c'est fragile. À nos portes, vous avez les Balkans, vous avez l'Ukraine, vous avez ce qui se passe au Proche-Orient, vous avez ce qui se passe en Afrique du Nord, et nous au milieu. Justement, je rebondis sur ça parce que les eurosceptiques constatent souvent avec dépit le manque de poids politique dans les décisions et dans les prises de position sur le plan international. Par exemple, vous parliez de la crise ukrainienne, qu'en est le dernier exemple parfait. Est-ce que l'Europe manque d'une voix VOIX politique? Mais bien sûr. Mais s'agissant des problèmes de politique étrangère et son complément indispensable, la politique de défense. Ce n'est pas de moins d'Europe dont nous avons besoin, c'est de plus d'Europe. Et je crois d'ailleurs que l'opinion publique le comprend. Alors, évidemment, nous venons de loin, parce qu'au départ, nos politiques étrangères étaient non seulement différentes, mais leur ligne principale, c'était la rivalité entre nous, entre les Anglais et les Français et les Allemands. Enfin, nous avions des politiques étrangères qui étaient diamétralement opposées. Et nos politiques de défense, évidemment, ont préparé la prochaine. Quand on a
3 guerres à la suite avec l'Allemagne, la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 39, bon, on n'a pas tellement l'habitude de travailler ensemble au niveau militaire. Donc notre passé pèse très lourd dans ce domaine. Mais nous avons, dans le monde tel qu'il est, et à la violence des conflits, les actes terroristes qui se multiplient, nous avons besoin d'avoir une politique étrangère commune. Aucun de nos pays, même l'Allemagne, ne peut avoir une vraie politique étrangère toute seule. On n'en a pas les moyens. Et c'est pareil pour les questions militaires. Alors c'est pas facile. Ça c'est pas facile parce qu'au point de départ, nous sommes dans ces domaines totalement séparés les uns des autres. Donc l'effort de rassemblement doit être très important et constant. Mais je l'appelle de mes voeux. Et ça répond à une absolue nécessité. Et il faut quand même être lucide, sans être alarmiste pour le plaisir d'être alarmiste. Mais la planète aujourd'hui, et notamment les pays très proches géographiquement de l'Europe, c'est tout sauf pacifié. Il y a des conflits profonds, graves, et des menaces de tous ordres, y compris la menace très sournoise du terrorisme. Et c'est pas en ordre séparé que nous arriverons à surmonter tout cela. Il faut absolument que nous travaillions ensemble. C'est vital. Justement, pendant notre entretien, vous avez beaucoup parlé de travailler ensemble, collaborer ensemble. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe, c'est aussi devenu le bouc émissaire de la classe politique ? J'en prends pour exemple les dernières élections européennes, où finalement, c'est qu'à cette période-là qu'on entend les partis traditionnels parler d'Europe. On a l'impression que l'Europe sert de bouc émissaire pour s'excuser, entre guillemets, sur le plan national. Vous avez malheureusement raison. C'est que... c'est vrai d'ailleurs dans tous les pays, mais la France n'y échappe pas. C'est la tentation des responsables politiques quand une décision impopulaire doit être prise de dire « Ah, c'est pas nous, c'est la faute de l'Europe ». En escamotant le fait que dans les organes de direction de l'Europe, vous avez le Conseil des ministres et le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, qui représente chacun de nos États. Et si chacun de nos États ne sont pas contents, ils peuvent bloquer des décisions au Conseil des ministres ou au Conseil européen. Bon. Donc ils sont de mauvaise foi. Quand ils disent c'est l'Europe, l'Europe c'est nous, c'est eux. Voilà. Mais évidemment, c'est un peu une attitude démagogique. Quand on prend une décision qui n'est pas populaire, on dit c'est la faute de l'autre. Voilà. Et c'est trop facile. Et justement, le terme compromis est assez intéressant parce qu'en France, le compromis c'est mal connoté, c'est-à-dire que tout le monde y perd. Alors qu'en Allemagne, par exemple, le compromis, tout le monde y gagne. Comment on fait changer les choses, les mentalités en France ? Alors là, vous mettez le doigt sur les spécificités françaises. Notre cher pays a beaucoup de qualités, mais il a aussi... Est-ce qu'on peut qualifier ça de défaut ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des spécificités qui, parfois, ont des conséquences regrettables. Alors, vous avez raison. Le compromis est souvent vécu par les Français comme synonyme de compromission. C'est qu'on est faible, c'est qu'on ne s'est pas battu, c'est qu'on s'est laissé intimider, etc. Le compromis. Non. Dans un monde civilisé, ou qui cherche à l'être, chercher des compromis, c'est le corollaire de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas d'écraser celui qui est minoritaire, ou celui qui n'a pas exactement les mêmes points de vue que nous. Et c'est essayer de trouver une solution qui ne satisfait à 100% personne, mais qui n'écrase à 100% personne. Et c'est de trouver finalement une décision équilibrée qui respecte les intérêts ou les points de vue des uns et des autres.
le compromis, c'est le corollaire de la démocratie. Avant de conclure cet entretien, je voudrais juste revenir sur un fait un peu qui se rapproche un peu plus de l'actualité. En pleine campagne 2012, Sarkozy remettait en cause les accords de Schengen. Aujourd'hui, on constate évidemment des situations dramatiques comme ce qui se passe en Italie, Lampedusa, etc. On se demande pourquoi le traité a été négocié en dehors du cadre communautaire. En fait, il y a beaucoup de réticences aujourd'hui à propos de ces accords. J'aimerais un petit peu connaître votre avis justement sur est-ce que vaut Schengen aujourd'hui. Il faudrait parler pendant des heures de Schengen. Alors, pas seulement parce que j'ai eu l'honneur de signer au nom de la France l'accord de Schengen, c'était d'ailleurs le 14 juin, si j'ai bonne mémoire, 1985. Alors, par la suite, il y a eu beaucoup d'autres textes qui ont complété l'accord de Schengen. Et finalement, on fait dire à Schengen des choses qui ne sont pas dans l'accord de Schengen. On mélange un petit peu tout. Alors, pour rappeler l'essentiel, le principe de libre circulation des personnes à l'intérieur de la communauté, et aujourd'hui de l'Union, est posé dès le traité de Rome. Ce n'est pas Schengen, c'est le traité de Rome qui pose le principe. La mise en œuvre du principe s'est heurtée à beaucoup d'obstacles. Et les obstacles, c'était qu'on avait toujours, aux frontières intérieures, entre la France, l'Allemagne, la Belgique, la France, etc., on avait des contrôles systématiques. Or, comme les Européens, voisins les uns des autres, avaient envie de circuler de plus en plus, les files d'attente aux frontières intérieures devenaient un obstacle quasiment insurmontable. Les camions, les chauffeurs qui traversaient les frontières intérieures, ces camions devenaient de plus en plus nombreux, obligés de présenter leurs papiers, etc. à chaque fois, c'était devenu insupportable. Et par ailleurs, en 1985, le chancelier Kohl et le président Mitterrand cherchaient des exemples pratiques de réformes qui seraient populaires, parce que ce serait compris et bien apprécié par la population. Tout ça a fait qu'à un moment donné, ils ont dit il faut supprimer les contrôles aux frontières intérieures. Bon. Alors, c'est ce qu'il y a dans l'accord de Schengen, mais avec beaucoup de précautions. D'abord, ce n'est pas une suppression à 100% des contrôles. C'est la suppression de ce qu'on appelle les contrôles systématiques, c'est-à-dire tout le monde doit sortir ses pièces, son passeport, etc. Bon. Mais il reste des contrôles qu'on appelle aléatoires, c'est-à-dire qu'il y a des brigades de policiers, il y a des brigades de douaniers qui contrôlent de temps en temps. Mais il y a encore des possibilités de contrôle. Et ils ne sont pas toujours à la frontière, il y a des contrôles aléatoires sur le territoire, tout le temps. Donc, ce qu'on a supprimé, c'est le contrôle systématique. Et puis, par la suite, on a prévu des exceptions. Par exemple, en période de circonstances exceptionnelles, on peut rétablir ces contrôles. Bon. D'ailleurs, en ce moment, avec le plan Vigipirate, vous avez des contrôles qui ont été rétablis. Donc, c'est pas impossible. En période exceptionnelle, il peut y avoir des contrôles. Et puis, il y a le très vaste problème des frontières extérieures à Schengen. Et il est prévu dans l'accord de Schengen un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Bon. Donc c'est pas... alors, aujourd'hui, face à la quantité d'immigrés qui veulent rentrer sur notre territoire, les pays qui ont des frontières extérieures, et notamment certaines frontières extérieures, c'est-à-dire celles du Sud, autrement dit des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne aussi, mais disons la Grèce et l'Italie en raison de leur position géographique, sont des pays
qui ont des frontières extérieures, ça, ils en ont plein de frontières extérieures, et en face d'eux, des pays qui regorgent de candidats à l'immigration. Évidemment, dans l'accord de Schengen et les textes qui ont suivi, il faut que les frontières extérieures soient très bien gardées. Or, ces pays que je viens de citer, la Grèce, l'Italie, sont débordés et n'ont pas les moyens de vraiment rendre leurs frontières correctement étanches. Et ne serait-ce que pour examiner les dossiers des demandeurs d'asile qui souhaitent faire jouer le droit d'asile, leurs services sont débordés. C'est là le problème aujourd'hui. Alors, quelle est la solution aujourd'hui? Évidemment, on peut, comme certains dirigeants plus au nord, dire à l'Italie et à la Grèce, mais faites un effort, vous êtes frontière extérieure, débrouillez-vous, etc. Bon, mettez-vous à la place des responsables de ces pays. Je dis, écoutez, nous, on n'en peut plus, financièrement, on n'en peut plus, et on fait tout ce que l'on peut. Et récemment, il y a un incident qui s'est... Enfin, il y a tout le temps des incidents, mais un problème qui est apparu dans toute sa brutalité. L'Italie, débordée par le nombre de candidats à l'immigration et essayant de faire jouer les droits d'asile, parce qu'on ne traite pas tout à fait de la même manière les immigrés pour raisons économiques et ceux qui sont immigrés pour des raisons politiques. Bon. Pour bien faire le tri, pour bien étudier les dossiers, il faut que les services administratifs ne soient pas débordés. C'est un travail qui doit être fait avec beaucoup de soin. Bon. L'Italie a dit « je ne peux plus, je suis submergé ». Devant cela, Jean-Claude Juncker a proposé une solution qui a été, je trouve, une bonne solution. C'est la solution des quotas. Alors tout de suite, quotas, on a dit, on va nous imposer, etc. Bon. Non, il s'agissait de se répartir aussi équitablement que possible l'examen des demandes formulées par les immigrés. Ça ne préjugeait pas du nombre final de personnes qui seraient accueillies dans les différents pays. C'était simplement une répartition du travail d'examen des demandes pour éviter l'encombrement des services italiens et grecs. Bon. Eh bien, il avait raison. Refuser une répartition du travail d'examen des demandes, franchement, c'est irrationnel. C'est non seulement un réflexe égoïste, mais c'est irrationnel. Et cet exemple montre aussi qu'en réalité, c'est là où on a besoin de l'Union européenne. Et c'est au niveau de l'Union européenne que les décisions devraient être prises. Et je pense que Jean-Claude Juncker a pris ses responsabilités, et il a bien fait. La solution qu'il a proposée me paraît sage. Bon, c'est un exemple. Et s'il y a quelque chose à faire pour renforcer intelligemment les contrôles extérieurs, car c'est vrai que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard, c'est vrai, il faut que le travail soit bien fait et humainement fait. Oui, humainement. Et c'est la responsabilité de l'Union européenne. Et je souhaite, par exemple, que le mécanisme de contrôle des bateaux par Frontex, Frontex c'est l'agence qui a été créée pour ça, les crédits soient renforcés. Je souhaite que le système informatisé recueillant les informations sur toute cette population de candidats à l'immigration soit renforcé aussi. Donc, et ça, il faut mutualiser tous ces outils au niveau européen.
et si possible, répartir la charge financière équitablement. On ne peut pas laisser ceux qui sont par la géographie en première ligne tout supporter. Il faut aussi que tout le monde s'y mette. Donc, au niveau de toute l'Europe.